Des tirs se poursuivaient ce vendredi côté russe et ukrainien malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral décrété par Moscou pour le Noël orthodoxe. Le taux d'inflation de la zone euro recule. Il est passé à 9,2% en décembre, une évolution qui devrait se poursuivre. Le prince Harry admet avoir tué 25 talibans dans ses mémoires à paraître mardi. Au cœur de ce livre également, les disputes familiales et la perte de sa mère. Les tirs se poursuivaient ce vendredi autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu décrété unilatéralement la veille par Vladimir Poutine. Moscou a assuré respecter la trêve tout en accusant les troupes ukrainiennes de bombarder des positions russes. De son côté, Kiev a accusé l'armée russe d'avoir frappé à 2 reprises la ville de Kramatorsk. Avant le cessez-le-feu, Denis Pouchkine, le dirigeant de la région séparatiste de Donetsk installée par le Kremlin, avait mis en doute la possibilité d'une trêve, déclarant que ses forces répondraient à toute attaque de l'armée ukrainienne. C'est la première fois depuis l'invasion russe en Ukraine que Moscou décrète un cessez-le-feu. Annoncé à l'occasion du Noël orthodoxe, cette trêve a été qualifiée de provocation par Kiev, alors que Washington estime que Vladimir Poutine cherche à se donner de l'air. En France, le ministère de l'écologie aspergé de peinture orange. Une action du collectif Dernière Rénovation pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. Une scène similaire a eu lieu mercredi à l'hôtel Matignon devant les bureaux de la Première ministre. Le gouvernement est clairement hors la loi. Derrière ces murs se cachent ceux qui décident pour nous, ceux qui nous condamnent. Notre peinture se nettoie. Ils garderont le sang sur leurs mains. Là encore, les militants ont été rapidement interpellés. Pas de quoi entamer leur détermination à se faire entendre. Les activistes climatiques à travers l'Europe se radicalisent. Ils sont en colère contre les hommes et femmes politiques qui sont trop lents à réagir à la crise climatique. Le groupe Dernière Rénovation en France a annoncé de nouvelles actions comme celle-ci. Ils exigent l'isolation thermique de l'ensemble du parc immobilier français d'ici 2040, prévu par la loi et financé par le contribuable. 3 jours de tractation, 11 tours de vote et un scénario inédit en 160 ans. La Chambre des représentants des États-Unis continue de buter sous le seuil des 218 voix nécessaires pour élire son nouveau président. Aucun candidat n'ayant rassemblé suffisamment de votes, un speaker ne peut pas être élu. Les élus républicains, pourtant majoritaires depuis les midterms de novembre dernier, échouent à élire leur favori, Kevin McCarthy. Pourtant son concurrent crédible, celui-ci fait face à l'hostilité d'une vingtaine d'élus trumpistes. Une fronde qui vire à la farce. Donald J. Trump, de l'État de Floride, un vote. Si les frondeurs jubilent, le camp démocrate fait lui bloc derrière son candidat. Hakeem Jeffries, de l'État de New York, 212 votes. Un vote un brin narquois, avant tout symbolique faute de majorité démocrate à la chambre basse du Congrès. Le parti du président Joe Biden pourrait bien profiter politiquement du chaos républicain au sein d'une chambre hostile mais désordonnée, dans ce qui ressemble de plus en plus à une aubaine. Toujours bloqués, les républicains et la chambre ne peuvent ni voter les lois à même de mettre des bâtons dans les roues du président, ni lancer d'enquête contre lui. La chambre continuera à voter jusqu'à élire sa tête dans les jours ou les semaines à venir. L'essentiel de la fortune de Roman Abramovich a-t-elle échappé aux sanctions imposées aux oligarques russes après le déclenchement de la guerre en Ukraine? Le journal britannique The Guardian révèle que le magnat russe pourrait avoir sécurisé plus de 4 milliards de dollars d'actifs qui auraient été transférés à ses 7 enfants avant que les sanctions n'entrent en vigueur. Des documents consultés par The Guardian suggèrent que ces transferts financiers ont commencé début février 2022, soit 3 semaines avant l'invasion russe en Ukraine, et qu'ils se sont accélérés dès les premières menaces de sanctions. L'année 2022 en France a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés au début du siècle dernier. Les données publiées ce vendredi par Météo France montrent une succession de records inquiétants. 14,5 degrés de température moyenne annuelle, un déficit de pluviométrie de 25%, 33 jours de forte chaleur durant l'été.
tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, sauf janvier et avril. Le 31 décembre a été le plus doux depuis 1947. Des conditions climatiques qui entraînent des sécheresses et des pénuries d'eau. Les départements sont toujours soumis à des restrictions en plein hiver. Il tire sa révérence après 30 années à la tête de l'Opéra de Berlin. Le brillant pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, atteint d'une maladie neurologique, a annoncé ce vendredi sa démission pour raison de santé. Il avait déjà observé une longue pause en 2022 et renoncé à plusieurs de ses responsabilités. Âgé de 80 ans, le musicien israélo-argentin est reconnu comme l'un des plus grands virtuoses du XXe siècle. Enfin, un peu de répit sur le front de l'inflation pour les consommateurs européens en prise avec la flambée du coût de la vie. Les derniers chiffres montrent que l'euro a augmenté en décembre à son rythme le plus lent depuis août. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est désormais de 9,2% à la fin du mois de décembre. Et cette évolution positive devrait se poursuivre. Nous assistons actuellement à un changement de tendance de l'inflation. J'estime qu'il y a une très forte probabilité que l'inflation continue de baisser jusqu'en 2023. Les principales raisons en sont les suivantes. Premièrement, les prix de l'énergie sont en baisse, ce qui implique que les coûts pour les entreprises et les grands magasins diminuent et qu'il n'y a pas de pression de leur part pour augmenter les prix. Ensuite, les salaires ont augmenté beaucoup moins que l'inflation, ce qui signifie que les consommateurs ont un pouvoir d'achat réduit et qu'ils consommeront moins de biens et de services. Depuis que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine en février, les consommateurs européens sont confrontés à la flambée des coûts énergétiques. Et l'énergie reste l'un des principaux moteurs de l'inflation. Mais les derniers chiffres indiquent que le phénomène s'atténue pour l'instant. Les coûts de l'énergie sont passés de 41,5% en octobre à 25,7%. Les aliments frais ont diminué à peine de 13,8% à 12% en décembre. La majorité des États membres qui utilisent l'euro comme monnaie ont vu l'inflation diminuer au cours du mois dernier, avec une baisse marquée en Allemagne à 9,6% en décembre. La France enregistre un taux d'inflation de 6,7%, parmi les plus bas de l'ensemble du bloc, avec l'Espagne et le Luxembourg. Il luttait depuis 5 ans contre un cancer du pancréas. L'ancien attaquant international italien Gianluca Vialli est décédé à l'âge de 58 ans dans une clinique de Londres où il était hospitalisé depuis quelques jours. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son ancien club de la Sampdoria Gênes. C'est surtout sous le maillot du club génois que cette légende du club italien s'est distinguée, remportant la Coupe des Coupes en 1990, le titre de champion d'Italie un an plus tard, puis atteignant la finale de la Ligue des Champions en 1992. Outre la Sampdoria, Gianluca Vialli avait aussi porté les couleurs de la Juventus, puis de Chelsea, où il avait continué d'ajouter des lignes à son palmarès, dont des victoires en Ligue des Champions et en Coupe de l'UEFA, et une autre Coupe des Coupes avec Chelsea en 1998. Lors des derniers championnats européens remportés par l'Italie, il avait accompagné l'équipe nationale de son ami de toujours, Roberto Mancini, entraîneur de la Squadra Azzurra. Le prince Harry refait parler de lui à quelques jours de la sortie de ses mémoires, un livre de 500 pages intitulé en français Le Suppléant. Plusieurs passages font déjà couler beaucoup d'encre, comme lorsqu'il admet avoir tué au moins 25 talibans lors de ses missions en Afghanistan. Ce n'est pas un nombre qui me remplit de satisfaction, mais je n'en ai pas honte non plus, écrit-il, ajoutant avoir considéré ses victimes comme des pièces de jeu d'échecs retirées de la partie. Harry revient également sur sa brouille avec William, qualifié de frère bien-aimé et ennemi juré, avec lequel il dit en être venu aux mains en 2019. Autre révélation, plusieurs années plus tôt, Harry raconte comment, avec son frère, ils ont tenté de dissuader leur père d'épouser Camilla Parker Bowles. Le duc de Sussex se confie également sur sa consommation de cocaïne et la perte de sa virginité avec une femme plus âgée,
ou encore sur le décès de sa mère Diana en 1997 dans un accident de voiture à Paris. Une blessure profonde pour le prince Harry qui semble ne s'être jamais refermée.